Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé. Et c'est avec très grand plaisir que je vous accueille ce midi pour notre édition du 12 mai 2020 de Apprivoiser les méthodes. Pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à fermer votre vidéo et aussi votre micro afin de faciliter les choses pour la bande passante. Et notre événement va se passer en deux temps. Je vais faire une brève introduction de Thomas. Ensuite, Thomas va nous faire une présentation et ensuite, on aura les questions. Je vous invite à utiliser le chat ou le clavardage pour poser vos questions et je poserai les questions à Thomas qui pourra ensuite y répondre. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu plus de Thomas, professeur Poder. Il est chercheur boursier junior 2 au Fonds de recherche du Québec Santé. Il détient un doctorat en sciences économiques qui a été délivré par le Centre d'études et de recherche sur le développement international de l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand en France. Entre 2007 et 2019, il a travaillé au sein de l'UETMIS, donc l'Unité d'évaluation des technologies des modes d'intervention du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, où il était cadre conseil. Entre 2013 et 2019, il a également été chercheur au Centre de recherche du CHUS. Puis en 2019, on est très content, il est devenu professeur à l'École de santé publique à l'Université de Montréal et aussi chercheur régulier au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui est situé dans l'est de la ville. Depuis 2017, il est membre du comité d'excellence clinique en santé de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux d'INES. Et il est aussi co-directeur du groupe Éco-santé de l'unité soutien SRAP du Québec. Et il va nous faire une présentation sur une thématique qui est très prisée ces jours-ci, de mieux connaître et comprendre l'évaluation médico-économique, les concepts et les enjeux. Sans plus tarder, à toi la parole, Thomas. Merci d'être là. Très bien, merci. Donc, merci de m'avoir invité, premièrement. Donc, effectivement, je vais vous parler d'évaluation médico-économique. Donc, une présentation qui va durer environ 35 minutes. Donc, j'ai un plan, évidemment. Donc, je vais parler encore un peu de moi, mais c'est simplement pour rajouter mes intérêts de recherche. Je vais parler des principes de l'évaluation économique. Donc, qu'est-ce que c'est? Les différents types d'analyses économiques qui peuvent être effectuées. La mesure des utilités ou des AVAC. AVAC, c'est pour année de vie ajustée par la qualité. En anglais, on appelle ça les QALY, les Quality Adjusted Life Years. Tout simplement parce que les AVAC sont très utilisés dans un des types d'évaluation économique qui est la méthode la plus recommandée, la plus mise en avant au niveau des différentes agences d'évaluation. Donc, c'est l'analyse coût-utilité, mais on va voir ça en détail tout à l'heure. Donc, l'AVAC, il y a différentes façons de le mesurer, on va les présenter. Puis, je conclurai. Alors, quelques mots sur le présentateur. Donc, comme on l'a dit, j'ai un PhD en économie de la santé. En fait, c'était en santé mondiale. J'ai travaillé sur les pays en voie de développement, sur les déterminants sociaux de la santé. Je suis arrivé au Québec en 2007. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Lise, effectivement, j'ai travaillé à l'hôpital dans le secteur administratif et recherche entre 2007 et 2019. Donc, depuis l'an dernier, je suis professeur à l'ESPUM. Et mes intérêts de recherche sont évidemment l'analyse médico-économique, vous l'aurez bien compris, la mesure de la qualité de vie, les AVAC, les QALY, dans la mesure où au Québec, il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été effectués dans ce domaine. Donc, je vise à développer des mesures de QALY qui soient spécifiques à la population québécoise. Je travaille aussi sur les préférences en santé. Les préférences en santé, c'est tout un champ de recherche qui provient principalement de l'économie, qui vise à regarder quelles sont les différentes caractéristiques, notamment d'une intervention en santé, qui font en sorte que cette intervention va être adoptée, utilisée par les patients. Et évidemment, je travaille également dans la recherche en évaluation des technologies des modes d'intervention en santé, notamment qu'est-ce qui permet de mieux implanter les recommandations qui sont faites par les unités d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Donc évidemment, tout ça, c'est transversal à plusieurs domaines. Donc je travaille effectivement en santé mentale depuis quelques années, encore plus depuis l'année dernière, puisque maintenant je suis au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Mais ça s'applique à tous les champs de la santé, voire même en dehors de la santé.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'évaluation médico-économique? On va partir avec les généralités. C'est tout simplement mettre en relation deux éléments. Ça met en relation l'efficacité médicale et les coûts qui y sont associés. Donc, c'est un lien entre la science médicale et la prise de décision. Je vais vous faire voir dans la stade d'après une big picture, si on veut. Et on fait ça parce qu'on se pose plusieurs questions, notamment, c'est quoi le rapport coût-efficacité ou coût-utilité? Coût-utilité, on va le voir tout à l'heure, c'est quand on va synthétiser le résultat de santé par une mesure qui va être multidimensionnelle, donc notamment le QALY. Donc, ça pose la question du rapport coût-efficacité ou coût-utilité marginale d'une stratégie par rapport à une autre. On parle d'analyse ici marginale dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est le gain supplémentaire qui est engendré par l'implantation de la technologie ou technologie au sens très large. La technologie, ça peut être un médicament, ça peut être un nouvel IRM, donc une façon de diagnostiquer. Ça peut être aussi de la prévention, donc une politique de santé publique. Donc, c'est technologie au sens très, très large. Dans toute la présentation que je vais faire, la technologie, pour moi, puis comme dans le sens économique général, c'est pas forcément un appareil technique, c'est quelque chose qui est très, très large, c'est l'ensemble des innovations. Donc, on se pose la question de ce rapport coût-efficacité ou coût-utilité. Et cela afin de répondre à différentes questions. La première étant qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que ça vaut la peine en fait d'investir dans la technologie en question compte tenu des coûts qu'elle nécessite? Est-ce que c'est acceptable dans la mesure où on a un budget qui est limité? Donc est-ce que le coût qui est demandé pour le gain qui est attendu, est-ce que ce gain est suffisamment important pour justifier le coût qui est nécessaire? Est-ce utile? En fait, ici, on parle de coût d'opportunité. Est-ce que c'est utile par rapport à toutes les autres options qui sont envisageables? Est-ce que vraiment on va investir dans cette technologie compte tenu de ses coûts, compte tenu de ses gains et compte tenu des autres alternatives qui sont possibles? Donc là, c'est une question notre budget est limité. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser l'utilisation de ce budget? C'est une question d'allocation des ressources. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation médico-économique, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans un coin. C'est quelque chose qui va être utile à la prise de décision. C'est un outil tout simplement. Donc, vous voyez ici que l'évaluation économique, elle se nourrit de différents éléments. Elle se nourrit des études cliniques. Ça peut être des essais randomisés, ça peut être des guides de bonne pratique clinique. Elle se nourrit également de l'analyse financière, donc les données de coûts qu'on va obtenir. On met tout ça ensemble à travers différentes méthodes qu'on va voir un peu plus en détail, et ça nous permet donc de documenter une prise de décision. Donc, ça vient s'ajouter à tout un ensemble d'éléments pertinents que les décideurs en santé vont utiliser pour décider de oui ou non implanter la technologie. Donc, il y a des informations de type économique, mais ce n'est pas la seule chose. Et évidemment, il va y avoir des questions de type d'accessibilité, d'équité, d'autres considérations qui vont être prises en considération par les décideurs et auxquelles va s'ajouter les évaluations médico-économiques. Donc, ça ne se substitue pas à la prise de décision, ça vient tout simplement l'aider. Alors, il y a des définitions, de nombreuses définitions. Bon, je vous ai mis celle de la Haute Autorité de Santé en 2012 parce qu'elle est relativement exhaustive, mais grosso modo, si vous la lisez rapidement, vous allez vous rendre compte que ça parle de deux choses. Ça parle de, premièrement, qu'est-ce que c'est? Ça va comparer l'efficacité ou l'intérêt médical d'une technologie qui est ici définie comme un acte, une pratique, un médicament, une organisation innovante, etc. Et ça va comparer ça avec les coûts qui vont être engendrés par cet acte, cette pratique, ce médicament, etc. Tout ça dans le but d'offrir de l'information aux personnes qui vont prendre des décisions, donc les pouvoirs publics, les professionnels. Donc les professionnels, évidemment, prennent des décisions tous les jours dans leur pratique médicale. Et ça va les informer sur les conséquences économiques de pratiques diagnostiques, thérapeutiques ou autres, de façon à les orienter dans leur choix. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que j'ai déjà laissé transparaître tout à l'heure, les ressources, le budget que l'on a dans le domaine de la santé n'est pas illimité, alors que les besoins, eux, ils sont illimités. Donc il y a la question de faire des choix. Donc l'évaluation médico-économique permet d'aider à faire des choix. Ça rencontre aussi un objectif d'efficience dans la gestion des ressources. Donc l'allocation des ressources doit être utilisée de la meilleure façon possible. Et puis finalement, dans de très nombreux pays, y compris au Québec, le financement de la santé est socialisé.
Donc on sait très bien, on paye des impôts et ces impôts-là servent à financer le budget de la santé. Donc il faut faire un arbitrage collectif d'allocation des ressources qui sont disponibles pour le domaine de la santé. Et on ne peut pas évidemment tout le temps répondre au binôme, à la décision individuelle du binôme médecin-patient, pour qui effectivement, et puis c'est tout à fait justifiable, pour qui la santé n'a pas de prix. Sauf que dans le domaine dans lequel on vit, dans la réalité de tous les jours du système de santé, c'est que le budget, comme on l'a dit, n'est pas illimité. Donc du coup, même si la santé, d'un point de vue éthique, n'a pas de prix, malheureusement, il se trouve qu'elle a quand même un prix dans la mesure où on ne peut pas tout le temps dépenser des sommes considérables pour des gains en santé qui, des fois, sont majeurs, mais qui parfois sont aussi minimes. Donc, il faut savoir faire des arbitrages, à savoir où est-ce qu'on investit l'argent et pour quelles ressources. Alors, il y a un autre principe qui est très important en économie de la santé, en médico-économie, c'est le principe de la comparaison. Donc, on l'a vu dans la définition de la HAS, là, on met en relation l'efficacité avec les coûts dans un but de comparer pour aider à faire des choix. Donc, il y a 4 possibilités d'évaluation de résultats qu'on peut obtenir suite à une évaluation médico-économique qui sont représentées dans le graphique ici. Donc, on peut considérer un diagramme dans lequel vous avez un axe des coûts et un axe d'efficacité, et ça vous donne 4 possibilités. Donc, il y a 2 possibilités qui sont en rouge et en vert, qui sont ceux qu'on veut éviter en rouge et ceux qu'on aimerait bien tout le temps avoir en vert. Quand c'est en rouge, c'est que ça coûte plus cher et que c'est moins efficace. Donc, ça arrive dans 10 à 20% des cas des évaluations des technologies qu'on réalise. Donc là, c'est assez facile d'éliminer la technologie. Donc, on ne va pas faire le choix de cette technologie-là. Quand c'est en vert, donc c'est plus efficace et ça coûte moins cher. Donc ça aussi, ça arrive, mais ce n'est pas très fréquent. C'est environ 10% des évaluations qu'on réalise. Quand ça arrive, généralement, on a un go pour implanter la technologie, mais ce n'est pas toujours le cas dans la mesure où parfois il y a des considérations autres. Tout à l'heure, on a parlé de considérations éthiques, d'accessibilité. Ça peut être aussi des considérations politiques. Des fois, il y a des enjeux dans l'implantation de technologies qui peuvent soulever certaines controverses. Et même si c'est plus efficace et moins coûteux, ça fait en sorte que la technologie n'est pas implantée. Bon, donc ces 2 cas-là, ils arrivent, mais ce n'est pas les plus fréquents. Puis les cas les plus fréquents qui peuvent arriver, c'est les situations qui sont en gris, dans lesquelles il va falloir faire un arbitrage. Soit ça coûte plus cher et c'est plus efficace. Donc ça, c'est en haut à droite, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. C'est 60 à 70% des cas. Puis celui où ça coûte moins cher et c'est moins efficace, ça arrive aussi, mais en général, c'est laissé tomber assez rapidement dans le développement des technologies, parce que quand c'est moins efficace, en général, les compagnies qui vendent leurs produits ont plus de difficultés à les mettre sur le marché, etc. Donc pour arriver à ce genre de résultats, ce genre de 4 cas de figure, là, il faut qu'on procède à des évaluations médico-économiques selon différents types de devis. Donc, on a 4 grands types d'évaluations médico-économiques qui peuvent être faites. Soit on fait une minimisation des coûts. Donc, minimisation des coûts, c'est quand vous avez votre indicateur d'efficacité qui est inconnu. Donc, vous ne savez pas c'est quoi les résultats de l'intervention. Ou quand vous savez qu'il n'y a aucune des interventions qui n'est supérieure à une autre en termes d'indicateurs qu'on aura retenus pour l'efficacité. Donc, si on a une non-infériorité, et qu'on ne sait pas exactement c'est laquelle la meilleure, et qu'on veut décider laquelle on va implanter, on va tout simplement regarder laquelle va être la moins chère. Donc, on va faire une étude de minimisation des coûts. Donc, ce n'est pas très fréquent parce que généralement, il n'y a pas suffisamment de cas de figure où on a véritablement une non-infériorité entre les différentes interventions. Généralement, on arrive quand même à avoir une différence, même si elle est minime. Donc, on va procéder à des analyses de coût-efficacité, où on va regarder donc la différence en termes d'efficacité, même si elle est minime, et on va regarder également les coûts. Donc là, la caractéristique principale d'une analyse de coût-efficacité, c'est tout simplement que votre indicateur d'efficacité va être mesuré en unités naturelles. Donc, ça peut être en années de vie, en nombre de vies sauvées, ça peut être aussi des indicateurs biochimiques, comme par exemple, ça peut être le taux de cholestérol dans le sang, etc. Donc, si on arrive à réduire ce taux de cholestérol, on va dire combien ça a coûté pour réduire de tant d'unités le taux de cholestérol.
La limite des analyses coefficacité, c'est qu'on a une seule unité de mesure pour l'efficacité. Donc, si vous avez des interventions qui ont plusieurs effets, on ne peut pas les combiner ensemble. Donc, ça, c'est plutôt une limite. Donc, on a développé des outils qui permettent de combiner différentes dimensions entre elles. Donc, ces analyses de coût-utilité. Les analyses de coût-utilité vont également considérer les coûts, mais en termes de variables d'efficacité, elles vont regarder des variables comme les QALY qui permettent de combiner à la fois l'espérance de vie, la durée de vie et la morbidité. La morbidité ici est mesurée comme étant de la qualité de vie, et la qualité de vie évidemment fait référence à différentes dimensions. Donc ça peut être des dimensions de douleur, de capacité physique, de santé mentale. Donc il existe plein d'instruments pour mesurer ces différentes dimensions. Donc globalement, quand vous mesurez l'efficacité avec l'utilité, c'est que vous avez deux grandes dimensions. Vous avez la durée de vie et la qualité de vie qui reflètent la morbidité. Puis finalement, vous avez un quatrième type d'analyse qui s'appelle l'analyse coût-bénéfice, où là, on va tout mettre en dollars. Donc les coûts, évidemment, sont en dollars, comme dans les trois autres méthodes, mais également les bénéfices cliniques, organisationnels, enfin tout ce qui fait que l'intervention a un impact sur quelque chose qui est en lien avec le réseau de la santé, vont être convertis en dollars. Donc là, on peut être capable de mesurer un bénéfice net. Donc on fait les bénéfices en dollars moins les coûts en dollars, et ça nous donne donc un bénéfice net en dollars. Donc en gros, souvent dans les analyses de santé publique, on dit si vous investissez $1 dans la prévention de telle maladie, donc au lieu que ce soit curatif, mais que c'est préventif, vous investissez $1 et ça permet d'économiser par la suite 7, 8, $9 dans le réseau de la santé. Donc, ce serait typiquement des études de coût-bénéfice parce qu'on aurait été capable de donner une valeur monétaire aux bénéfices en santé de l'intervention. Donc, ça correspond aussi à un ratio, là, bénéfice divisé par coût, puis vous avez pour $1 investi, j'ai tant de dollars qui sont gagnés. Donc, il y a une mesure qui est clé dans ces quatre types d'évaluation médico-économique. C'est le ratio d'efficacité, le ratio coefficacité différentiel ou incrémental. En anglais, c'est Incremental Cost Effectiveness Ratio. Donc, ça permet de mesurer le gain supplémentaire qui est associé aux interventions. Donc, on a le coût par unité de gain supplémentaire. Donc, il y a une petite formule qui est relativement simple. Donc, coût de l'intervention 1 moins coût de l'intervention 2 divisé par l'effet de l'intervention 1 moins l'effet de l'intervention 2. Et donc, tout ça nous permet de mesurer des analyses de coût-efficacité et des analyses de coût-utilité. Donc, le résultat est exprimé en coût par unité d'effet obtenu. Donc, c'est le coût par unité supplémentaire. Donc, la différence entre la CE, donc l'analyse coût-efficacité et l'analyse coût-utilité, j'en ai déjà parlé. Donc là, je fais simplement que le répéter. C'est tout simplement que l'analyse coût-efficacité va utiliser des unités naturelles. Donc, il y aura un seul effet qui va être mesuré, alors que dans les analyses coût-utilité, vous allez avoir une combinaison de différents effets. Donc, généralement, ça va être les années de vie pondérées par la qualité de vie, donc le QALY, mais ça peut aussi être des DALY. Mais donc, le DALY, c'est tout simplement regarder de façon inversée. Donc, au lieu de regarder un gain, on va regarder une perte quand on parle de DALY, mais c'est le même principe. Donc, le résultat ici est exprimé en termes de combinaison d'effets multiples qui sont ramenés à une seule dimension ou un seul score. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi le QALY. Donc, on va commencer plutôt, avant de vous parler des QALY, je vais commencer par vous montrer des exemples d'analyse coût-efficacité pour montrer quelle est la limite qu'on peut avoir avec ça. Donc, je vous ai pris un exemple d'une étude que j'ai faite en 2018, enfin en 2017 en fait, mais qui a été publiée en 2018. C'est une étude pilote de coût-efficacité de la technologie FRIO2 pour les patients à MPOC, donc maladie pulmonaire obstructive chronique, qui ont été hospitalisés pour une exacerbation aiguë. Donc, la technologie s'appelle FRIO2 et ça a été publié dans BMJ Open en 2018. Donc, si ça vous intéresse, c'est la référence. Alors, la MPOC, évidemment, c'est quelque chose qui est assez présent dans nos sociétés. Il y a un grand nombre de personnes qui en sont atteintes. Actuellement, c'est la 5e cause de mortalité dans le monde et ça pourrait devenir assez rapidement, on parle d'ici dans une dizaine d'années, de la 3e cause de mortalité au niveau mondial. Il y a un problème qui est assez connu avec la MPOC, c'est que quand les patients sont hospitalisés, si on les oxygène d'une mauvaise manière, donc on leur donne trop ou pas assez d'oxygène lors de leur séjour à l'hôpital, ça va accroître les risques de complications médicales et ça peut conduire dans certains cas de la mortalité. Donc il y a une technologie qui a été développée il y a quelques années, a été développée à Québec, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie,
C'est ce que vous avez à gauche ici sur l'écran. C'est donc un appareil automatisé qui permet de monitorer en temps continu le débit d'oxygène qui est donné au patient et son taux de saturation aussi d'oxygène dans le sang, ainsi que d'autres paramètres physiologiques. Et ça permet donc d'ajuster la quantité d'oxygène qui est nécessaire au patient en fonction de cibles qui ont été fixées par les médecins. Donc la cible d'oxygène que le médecin aura déterminé qui est nécessaire au patient pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Donc ça, c'est fait avec cette technologie FREE2, c'est fait en continu. La technologie actuelle, c'est un débitmètre à billes qui doit être réglé de façon manuelle, généralement par les infirmières, et qui donc ne sont pas tout le temps au chevet des patients. Donc des fois, il y a des ajustements à effectuer qui ne sont pas effectués en temps opportun. Donc l'avantage de la technologie, c'est tout simplement de faire les ajustements de façon automatique. Donc on s'attend à un certain nombre de bénéfices. Notamment, on s'attend à ce que le patient soit plus souvent, plus fréquemment dans sa cible d'oxygène. On s'attend à ce qu'il soit moins souvent avec une situation de hyperoxémie ou une situation d'hypoxémie, donc qu'il ait trop d'oxygène ou pas assez. Donc les évaluations médico-économiques qu'on a effectuées, on a regardé combien ça coûtait en fait d'utiliser cette technologie, de l'amortir, et on a regardé aussi c'était quoi les impacts en termes de délai d'hospitalisation, de ressources qui sont utilisées au chevet du patient pendant qu'il est hospitalisé avec la technologie ou sans la technologie. Donc on a fait ça pour les trois indicateurs, l'indicateur target, la cible de SPO2, et les deux autres indicateurs de sur- ou sous-oxygénation. On a utilisé différentes méthodes d'estimation pour calculer l'ICER, donc le ratio coût-efficacité incrémentale. Donc ici, quand vous regardez, je ne sais pas où vous voyez la petite flèche, quand on regarde ici, on voit qu'on peut le calculer de façon manuelle. Donc la petite formule mathématique que j'ai donnée tout à l'heure, on peut le calculer à la main. Donc le calcul simple, ça nous donnerait un résultat pour la cible de SPO2 de moins $100 par unité, par point de pourcentage supplémentaire dans la cible de SPO2. Donc ici, on voit que la technologie coûte moins cher. Et en plus de ça, elle est plus efficace que la technologie FREE2. Elle est plus efficace aussi que le débitmètre à billes. On peut regarder aussi qu'est-ce que ça donne avec des méthodes d'estimation un peu plus sophistiquées. Donc, notamment quand on utilise du bootstrap. Donc, on peut faire du bootstrap. Donc, du bootstrap, c'est du rééchantillonnage des points d'observation qu'on a eus. Donc, tout simplement pour augmenter la taille de l'échantillon et mieux prendre en considération l'incertitude qui est associée aux données qui ont été collectées. Donc, on peut faire du bootstrap en non paramétrique, on peut le faire en paramétrique univarié ou en multivarié. Quand c'est multivarié, c'est qu'on a plusieurs variables de contrôle pour ajuster les résultats. Donc, on s'aperçoit ici, dans le cas du SPO2, donc du target, que le ratio de coût-efficacité incrémentale, il ne change pas énormément. C'est toujours aux environs de $100. Donc ici, c'est qu'on a des résultats qui sont relativement robustes. Par contre, c'est un peu différent pour les autres variables, pour les autres indicateurs d'efficacité qu'on a mesurés, où la variabilité est un peu plus grande. Mais on s'aperçoit toujours que l'ICER est négatif dans la mesure où ça coûte moins cher et c'est plus efficace. Donc, il y a d'autres façons de représenter ça. On peut le représenter aussi en termes de nuages de points. Donc ici, vous avez en ordonnée le coût incrémental et vous avez en abscisse les points de pourcentage supplémentaires passés dans la cible de SPO2. Donc on voit clairement que vous avez une majorité des points qui font en sorte que la technologie coûte moins cher, donc sous l'axe du zéro. Vous voyez, vous avez la majorité des points, même s'il y a quand même quelques points qui sont au-dessus. Et par contre, la totalité des points en termes d'efficacité se situe au-delà du zéro pour le pourcentage de points supplémentaires de temps passé dans la cible de SPO2. Donc ça nous indique avec ce graphique que la technologie est moins coûteuse en majorité et en très très grande majorité plus efficace. On peut représenter ça sur le graphique qui est à droite par une courbe d'acceptabilité, par une courbe d'acceptabilité de coût-efficacité. Ça vous donne ici la probabilité que la technologie soit coût-efficace en fonction d'une valeur seuil. La valeur seuil, c'est combien on est prêt à payer pour la technologie. Donc, ce que vous avez en abscisse, c'est combien on est prêt à payer pour la technologie. Donc ici, c'est combien on est prêt à payer pour un point de pourcentage supplémentaire dans la cible de SPO2 qui est associée à la technologie FREE2. Et on s'aperçoit ici, si vous regardez la valeur qui est au milieu, qu'on a 50% de probabilité que la technologie soit coût-efficace pour une volonté à payer de moins $102. Bon, moins $102, en général, ça existe
rarement. Souvent, on va prendre des volontés à payer qui sont positives. Donc là, si vous prenez une volonté à payer qui est de l'ordre de 50 $, par exemple, vous voyez dans le graphique que la probabilité que la technologie soit efficace est de l'ordre de 85%. Et plus on augmente la volonté à payer pour la technologie, plus la probabilité que l'intervention soit efficace va avoir une probabilité qui va être importante. Bon, le problème, c'est qu'ici, est-ce que les gens savent combien ils sont prêts à payer pour augmenter leur pourcentage de points dans la cible de SPO2? Il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre à ça. Donc ça, c'est une des limites des études de coefficacité, c'est que oui, ça vous montre que la technologie est plus efficace, elle est moins coûteuse, mais ce que ça rapporte ou ce que ça coûte, est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en perspective avec ce qu'on est volontaire en termes de physiciens, enfin de cliniciens ou en termes de décideurs en santé, de ce qu'on est prêt à payer pour la technologie ou pas. Donc ça pose un problème, c'est que on n'est pas capable de répondre à cette question. Donc c'est pour ça qu'on a développé des analyses de coût-utilité, parce qu'on est capable de dire plus facilement combien on est prêt à payer pour un QALY supplémentaire. Donc c'est-à-dire, ici, un QALY, c'est une année de vie en parfaite santé. Donc combien on est prêt à payer en tant que réseau de la santé pour une année de vie supplémentaire en bonne santé. Donc là, je vous montre un exemple avec une étude qui a été effectuée, c'était à Sherbrooke, là, c'était donc la mise en place d'un programme faisant en sorte que les médecins de famille soient mieux formés pour prendre en charge leurs patients qui sont victimes d'obésité. Donc c'était un projet avec Dr Marie-France Langlois à Sherbrooke, et ça a été publié également en 2018. Donc là, on avait plusieurs indicateurs d'efficacité. Donc on avait le poids, le tour de taille, l'indice de masse corporelle, les indicateurs de QALY. Donc on avait les indicateurs d'efficacité en termes d'unité naturelle et on avait les indicateurs d'efficacité en termes d'utilité, les QALY, qui avaient été mesurés de deux manières ici, à travers un questionnaire de mesure de l'utilité, le SF6D, mais aussi qui est une mesure indirecte, une mesure des QALY, et aussi à travers une mesure qui est directe, où on demandait aux individus de faire un arbitrage temporel. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un arbitrage temporel. On appelle ça le time trade-off. Donc ici, on a aussi fait des calculs en bootstrap d'ICER, puis on s'aperçoit que, par exemple, pour le poids, là, ça coûte plus cher, même si ça permet effectivement de perdre du poids. Pour le tour de taille, ça permet aussi de réduire le tour de taille, mais ça coûte également plus cher. Pareil pour l'indice de masse corporelle. Ici, on arrive à réduire l'indice de masse corporelle, mais ça coûte plus cher. Pour le QALY, par contre, ici, on a une divergence. On avait une légère perte de QALY et ça coûtait plus cher. Donc là, on avait un indicateur ICER qui était négatif, mesuré avec le questionnaire indirect. Par contre, quand on mesurait directement auprès des patients leur gain en QALY, avec un système de TTO, on avait un ICER qui était positif, dans le sens où ça coûtait plus cher, mais on avait également un gain qui était associé à leur amélioration de la qualité de vie. Donc on peut le présenter aussi sous une forme de nuage de points et aussi en termes de courbe d'accessibilité du coût efficacité. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est pour la volonté à payer par kilogramme perdu. On voit qu'on a une volonté à payer que si on prend une volonté à payer de 921 $, ça nous donne une probabilité que ce soit coefficace de 50%. Puis si on augmente la volonté à payer pour perdre 1 kg, ça augmente la probabilité que la technologie soit coefficace. Bon, là, on se pose la même question que tout à l'heure. Combien est-ce que les gens sont prêts à payer pour perdre 1 kg? Là, ça semble un peu plus facile à répondre que tout à l'heure, combien on était prêt à payer pour un pourcentage de points dans la cible de SPO2 en plus. Ici, les gens sont peut-être plus enclins à nous dire combien ils seraient prêts à payer pour réduire leur poids d'1 kg. Si on regarde pour les QALY, on a aussi la même chose, sauf que là, on voit que la volonté à payer serait plus importante. Donc on parle ici de 21 600 $ environ pour une probabilité que ce soit coefficace de l'ordre de 50%. Et plus vous augmentez donc cette volonté à payer, plus vous allez avoir une probabilité qui va augmenter. Néanmoins, on est toujours en dessous de la probabilité de 80%, même avec des valeurs de 50 000 $ par QALY gagné. Donc ça pose encore une fois la question du seuil, à partir de quel montant en dollars on est prêt à investir pour l'unité de gain qui est ici présentée. Donc est-ce qu'on est prêt à payer 55 000 $ pour un QALY supplémentaire, ou à l'inverse pour ce qui concernait les kilogrammes perdus, est-ce qu'on est prêt à payer 1 000 $ pour perdre 1 kg jusqu'à 10 000 $ pour perdre 1 kg? Donc ça, c'est des questions qui restent ouvertes.
et qui nécessite de mettre des balises. Donc évidemment, on pourrait mettre des balises pour toutes les unités naturelles qui peuvent exister, là, mais ça n'existe pas forcément, bien qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de calculer ces volontés à payer par unité naturelle. Mais si on passe directement au QALY, on va avoir une balise, un seuil de volonté à payer par unité de gain de QALY qui va être standardisé par les agences d'évaluation, qui vont nous dire, par exemple, c'est 50 000 $ par QALY. Puis au-delà de ça, la société considère que ce n'est pas la peine de continuer à financer la technologie parce qu'elle ne rapporte pas suffisamment de gains pour les individus. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le QALY? Donc bon, je l'ai dit, là c'était une année de vie en parfaite santé, mais je vais décrire un peu plus. Bon, c'est une mesure phare de l'utilité en santé. Alors l'utilité, c'est un concept en économie qui vise à mesurer la satisfaction qu'on retire de la consommation d'un bien ou d'un service. Dans le domaine de la santé, c'est spécifiquement la satisfaction qu'on retire à vivre dans un état de santé donné. Donc si votre état de santé il n'est pas très très bon, il va avoir une valeur qui sera inférieure à 1, parce qu'un QALY est défini comme étant, je vais peut-être un peu vite là, mais un QALY est défini comme étant un indicateur entre 0 et 1, où 0 c'est la mort et 1 c'est une santé parfaite. Donc, si vous avez une santé qui est intermédiaire, donc moins bonne que la santé parfaite, vous allez donner une valeur d'utilité à cet état de santé qui va être inférieur à 1. Donc, si c'est un léger désagrément, vous allez peut-être estimer que l'utilité qui est associée à cet état de santé est égale à 0,9. Par contre, si vous avez une maladie beaucoup plus grave, comme une polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même très handicapante, peut-être vous allez juger que votre utilité associée à cet état de santé-là va être égale à 0,4, imaginons. Et si vous considérez que cet état de santé-là, il est même pire que la mort, vous pouvez donner une valeur négative à votre QALY. Donc, vous allez avoir une utilité qui va être en dessous de 0. Donc, oui, la VAC ou le QALY, c'est une mesure phare de l'utilité en santé. Ça permet de mesurer la durée de vie supplémentaire pondérée par la qualité de vie. Cette qualité de vie est mesurée par tout un ensemble de résultats pertinents, donc ils sont agrégés en un résultat unique qui donne une valeur entre 0 et 1 au final. Donc, vous avez une formule qui permet de mesurer ça, parce qu'on peut mesurer l'ensemble des QALY d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, vous allez tout simplement regarder pour chacune des années de vie de la personne, quelle va être l'utilité associée à son état de santé. Donc, quelle va être la valeur de son QALY. Puis, vous pouvez faire la somme de sa naissance jusqu'à sa mort, puisque évidemment, vous préférez vivre maintenant que dans 10 ans, là, on va tout simplement actualiser aussi ce résultat. Donc ça, c'est une formule d'actualisation des QALY, où vous faites la somme de tous vos QALY sur chaque année, actualisé par un taux d'actualisation ici qui correspond au taux de préférence pour le présent. Donc, je vous donne un exemple d'ICER. On a 3 technologies. La technologie actuelle qui coûte 30 000 $, puis on a 2 autres technologies qui valent 60 000 $ chacune, et pour lesquels les gains en QALY sont différents. Donc la technologie B rapporte 5 QALY, puis la technologie C rapporte 6 QALY. Donc vous avez un gain incrémental en QALY de 1 ou de 2 pour B et C. Vous pouvez calculer le coût par QALY gagné, et vous pouvez calculer aussi les CER. Quel que soit le calcul que vous faites ici, là, il se trouve que la situation C sera toujours meilleure que la situation B. Donc ça coûte moins cher par QALY gagné, et par QALY supplémentaire gagné, ça coûte aussi moins cher dans la situation C que dans la situation B. Donc là, si vous avez un choix à faire, est-ce que je prends B ou C, vous dites je prends C. Par contre, est-ce que c'est mieux de prendre C par rapport à A? Là, on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir 15 000 $ par QALY supplémentaire. Toute la question, celle que j'ai soulevée tout à l'heure, c'est la question du seuil. Donc il y a des normes qui existent. Bon, on prend un exemple par exemple du NHS en Angleterre pour les cancers. Alors, le NHS, se base sur les recommandations du NICE, qui est donc l'Agence d'évaluation des technologies de la santé en Angleterre. Ils disent que normalement, quand vous avez une technologie qui coûte moins cher que 30 000 livres sterling par QALY, vous l'adoptez. 30 000 livres sterling, c'est à peu près 50 000 $. Donc ça, c'est en général, mais il y a des cas particuliers, comme dans le cas du cancer, où ils sont prêts à investir davantage par QALY gagné. Donc ici, ce qui est en rouge, c'est ce qui n'a pas été remboursé par le NHS, et ce qui est en vert, c'est ce qui a été remboursé. Donc on voit ici qu'on arrive à 55 000 livres sterling par QALY. Donc ils étaient prêts à investir presque le double de ce que le NICE recommande. Donc
Tout ça pour dire que le seuil qui est retenu pour dire si oui ou non l'intervention est coût-efficace en termes de colis est variable selon les circonstances. Donc, en règle générale, en Angleterre, c'est 30 000 livres sterling par colis, mais dans certains cas, comme dans le cas du cancer, ça peut être 55 000 livres sterling à la limite. Dans le cas des maladies orphelines, ça peut même monter jusqu'à 300 000 livres sterling, donc 500 000 $ canadiens. En ayant discuté avec des membres de la HAS en France, la Haute Autorité en Santé, c'est à peu près les mêmes seuils qui retiennent en France pour les différents types de maladies. Donc, les maladies plus générales, comme les maladies cardiaques, ça reste que c'est 50 000 $ par colis. Quand c'est le cancer, on augmente ça un peu plus. Et quand c'est les maladies orphelines, on est prêt à dépenser encore plus, notamment pour des raisons d'équité. Au Canada, la CMTS et l'INES au Québec n'ont pas de seuil vraiment spécifiques qui sont écrits dans un document et qui sont recommandés, mais dans la pratique, dans les comités auxquels je participe, notamment l'INES, on se rend compte souvent que le seuil de 50 000, voire 100 000 $, c'est communément accepté. Et c'est quand ça coûte plus cher que 100 000 $ par colis que là, on commence à davantage se poser de la question de savoir si c'est coût efficace ou pas. Donc là, évidemment, il y a d'autres considérations qui vont prendre le bord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé le QALY? Bon, comme vous l'aurez compris, c'est très intuitif et c'est simple à représenter. Une année de vie en parfaite santé, ça vaut 1, la mort, ça vaut 0. Quelque chose de pire que la mort, c'est négatif, et tous les états de santé intermédiaires sont situés entre 0 et 1. Donc, il y a un continuum. Ça permet de combiner différentes dimensions d'un score unique. Je vais vous présenter tout à l'heure des exemples de dimensions qui sont considérées. C'est une mesure universelle dans le sens où ça permet de comparer toutes les maladies entre elles. Donc, vous obtenez un QALY dans le domaine de la neurologie ou dans le domaine de la pneumologie, ce sera toujours un QALY. Donc, ce sera toujours un gain en termes de qualité de vie pour une période donnée, qui est une période d'un an. Ça fait référence à la notion de préférence, qui est quelque chose de très important en économie. Les préférences, c'est ce qui permet de faire des choix, de faire des arbitrages. Donc, dans votre vie de tous les jours, vous faites des arbitrages. Est-ce que je vais acheter telle voiture? Qu'est-ce que ça va me rendre comme service d'acheter cette voiture, pourquoi telle voiture, quelles sont les caractéristiques de la voiture, etc. Bon, si je fais un choix pour une voiture en question, c'est parce que j'ai des préférences pour certaines choses. Donc la consommation d'essence, la vitesse du véhicule, sa couleur, enfin bref. Donc du coup, les préférences, c'est ce qui permet de faire des arbitrages et ce qui permet au final de faire un choix. Donc la notion de QALY fait référence à cette notion de préférence parce que quand on établit les valeurs d'utilité qui sont associées à ces QALY, on demande aux individus de faire des arbitrages entre différents états de santé. Est-ce que vous préférez vivre dans tel ou tel état de santé selon la définition, selon les caractéristiques qui sont associées à cet état de santé? Donc ça correspond très très bien avec la théorie économique. C'est une mesure qui est sans ambiguïté, dans le sens où un QALY sera toujours supérieur à 0,5 QALY. Et c'est recommandé par plusieurs agences d'évaluation. Donc je vous ai parlé du NICE tout à l'heure en Angleterre, la CMTS ou le CADTH en anglais pour le Canada. Donc, il y a plusieurs façons de mesurer. Il y a des mesures directes, dont fait partie l'échelle visuelle analogue, ainsi que le standard Gumbel ou le principe de loterie, où on va déterminer une probabilité où un individu sera indifférent entre différentes options qui sont représentées. Il y a le time trade-off, qui est un arbitrage temporel. Combien d'années de vie on est prêt à échanger pour améliorer son état de santé. Il y a aussi le person trade-off. Là, on pose à peu près la même question que dans le time trade-off, mais on se demande de se placer à la place du décideur en santé, qui va devoir sacrifier des années de vie pour une population pour en donner à une autre population. Donc là, évidemment, il y a des problèmes éthiques qui entrent en jeu. Il y a aussi des mesures de choix expérimentaux discrets qui peuvent exister. Et il y a les méthodes indirectes qui vont vous demander de remplir tout simplement un questionnaire. Et puis, en fonction des choix que vous aurez effectués en répondant au questionnaire, on va être capable de faire relier ça avec une matrice d'utilité. Une matrice d'utilité qui aura été déterminée grâce aux méthodes directes dont je viens juste de parler. Donc, si on va détailler un petit peu plus ces méthodes de mesure directe d'utilité ou de QALY, on vous donne ici des exemples. Donc, une échelle visuelle analogue, évidemment, vous savez ce que c'est. Donc, il y a une échelle qui est celle de gauche, qui est une échelle standard. Donc, on vous dit le meilleur état de santé possible, c'est égal à 100. Le pire état de santé possible, c'est égal à 0. Puis, vous devez évaluer votre état de santé ou des états de santé fictifs qui vous sont proposés. Et vous devez mettre donc une croix sur l'échelle. On peut aussi vous fournir des échelles visuelles qui sont modifiées, comme ici une échelle de Karnofsky,
où vous indique différents états de santé et vous devez situer votre état de santé ou l'état de santé imaginaire qu'on vous demande d'évaluer dans cette échelle. Donc ça, c'est pour vous aider tout simplement à compléter la grille. Vous avez donc le standard gamble ou le pari ordinaire, on appelle ça aussi, ou le système de loterie. Donc là, vous avez un choix entre deux états de santé. Il y a un état de santé qui est certain, donc 100% de chances que ça se réalise. C'est votre état de santé actuel. Donc on appelle ça c'est le choix B ici dans le graphique, où vous avez un état de santé qui est défini par différentes dimensions et chacune des dimensions est associée à un niveau. Donc si vous avez la douleur, on va vous dire douleur très importante par exemple. Et si vous avez des limitations en termes de capacité physique, on va vous dire capacité physique limitée. Bon, il y a différents niveaux. Donc, on décrit votre état de santé avec différentes dimensions qui correspondent à chacune à un niveau particulier. Et on vous demande, vous voulez rester dans cet état de santé-là qui est certain à 100%, ou au contraire, on vous propose une intervention médicale, mais qui, elle, est risquée. Donc, vous avez soit la réussite du traitement, puis tant mieux, et puis là, vous arrivez à la santé parfaite, soit vous avez échec du traitement, puis on vous dit ici que c'est possibilité de mourir. Donc, on va faire varier les probabilités de réussite et d'échec. Et en tant que personne qui répond au questionnaire, enfin qui répond à l'enquête, vous êtes censé nous indiquer à partir de quelle probabilité de décès vous êtes indifférent entre l'intervention et la santé imparfaite. Donc cette probabilité d'indifférence correspond ici à la valeur d'utilité que vous allez accorder à l'état de santé B. La méthode du standard gamble, c'est une méthode qui est théoriquement la plus valide, mais qui soulève des problèmes cognitifs de la part des répondants. Donc, c'est une méthode qui est quand même moins utilisée que d'autres, comme par exemple l'arbitrage temporel, où on vous demande de renoncer à un nombre d'années en santé imparfaite pour avoir une santé parfaite, mais dans laquelle vous allez vivre moins longtemps. Donc, dans l'exemple qui est ici, on vous parle de diabète. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 2 années de vie avec le diabète pour avoir simplement 8 années en santé parfaite? Donc, vous faites un arbitrage en termes de nombre d'années de vie que vous êtes prêt à échanger. Donc, ça, c'est simplement une illustration graphique, mais concrètement, quand vous faites passer un questionnaire d'arbitrage temporel auprès d'individus, vous leur présentez un état de santé, l'état de santé B, que vous avez en bas à gauche de la carte, défini par les différentes caractéristiques que vous avez ici, et vous avez donc un nombre d'années de vie qui est proposé. Donc santé parfaite 5 ans ou santé imparfaite mais 10 ans. Puis là, vous avez un algorithme qui doit être suivi parce qu'en fonction de votre réponse, on va vous faire varier le nombre d'années de vie en santé parfaite que vous pourriez obtenir. Donc ça permet également d'obtenir une valeur d'utilité. Il y a l'arbitrage temporel dont j'ai parlé tout à l'heure, le Pearson trade-off. Donc, on vous demande de vous mettre à la place d'un décideur en santé et de déterminer qu'est-ce que vous allez sacrifier. Donc, vous avez un gain d'une année en bonne santé pour 100 personnes, puis vous avez l'absence de la maladie X, Y, Z pendant 1 an pour un certain nombre de personnes. Donc, en gros, combien, pour ce gain d'une année pour 100 personnes, vous êtes prêt à sacrifier ça pour améliorer la santé de combien d'autres personnes? Donc, on vous demande de donner une valeur pour le X, pour combien d'autres personnes. Ça, c'est au niveau théorique, ça fonctionne aussi, là, mais par contre, au niveau empirique, ça ne fonctionne pas du tout. Ça donne des résultats très, très contradictoires et ça a été mis de côté assez rapidement. Vous avez aussi les méthodes de choix expérimentaux discrets, ou DCE, c'est pour Discrete Choice Experiment, où on va vous demander de faire un choix entre 2 états de santé. On peut rajouter une durée de vie associée à l'état de santé ou non. Et ici, par contre, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour les répondants à compléter. Donc, vous voyez, vous avez 2 états de santé qui sont définis par les dimensions et par leur niveau. Puis vous dites simplement lequel vous préférez. Donc ça, c'est une façon simple de présenter un arbitrage entre différents états de santé. Vous pouvez le présenter aussi de cette manière-là, où vous avez également 2 cartes d'état de santé 1 et l'état de santé 2. Puis vous avez aussi l'option de mourir si aucun des états de santé ne vous satisfait. En tout cas, si vous considérez qu'ils sont pires que la mort, vous pouvez tout simplement choisir la solution de la mort. Puis au lieu de faire un choix entre l'état de santé A et l'état de santé B, on vous demande ici quel est l'état de santé que vous préférez, quelle est la situation que vous préférez, et celle que vous considérez comme étant la pire. Bon, on appelle ça un best-worst. Donc vous choisissez le meilleur et puis le pire. Mais ça fait partie des choix expérimentaux discrets également.
Donc, toutes ces méthodes-là nous permettent d'évaluer les utilités qui sont associées à chacun des états de santé. Ça, c'était les méthodes directes. Puis maintenant, il y a des méthodes aussi indirectes où on va simplement compléter un questionnaire. Donc, je vais vous présenter les deux principaux. Vous avez le Q5D, qui est donc l'Euroqual 5 Dimension, qui est le plus utilisé au niveau international pour mesurer les utilités en santé. Donc, c'est une collaboration internationale. Il y a 5 dimensions, il y a plusieurs versions. Il y a la version avec 3 niveaux pour chacune des dimensions, la version avec 5 niveaux. Et il y a une version aussi jeune, donc qui a été tout simplement rephrasée pour qu'elle puisse être bien comprise par les individus qui sont mineurs. La version à 3 niveaux permet d'établir 243 états de santé et la version à 5 niveaux permet d'établir 3125 états de santé possibles. Donc les valeurs d'utilité sont comprises entre moins 0,148, donc il y a des descriptions d'état de santé qui sont pires que la mort, jusqu'à 949. Donc le meilleur état de santé, qui correspond à tout est parfait dans toutes les dimensions, correspond à 0,949. Le MID, c'est le Minimal Important Difference. Donc au niveau clinique, à partir de quand une amélioration en QALY est significative. Donc vous avez un gain en QALY de 0,074, ça correspond à une amélioration clinique significative. Donc, c'est développé dans différents pays. Donc, il y en a 27 pour le 3L, 11 pour le 5L. Et pour le Q5DY, donc le jeune, Youth, il y en a dans aucun pays actuellement, mais il y en a une qui est en développement pour les Pays-Bas. Donc, ça, c'est les différentes dimensions dans le Q5D. Vous avez la mobilité, l'autonomie de la personne, les activités courantes, douleur, inconfort et anxiété, dépression. Vous voyez que chaque fois, vous avez 5 niveaux. Donc, vous avez une gradation dans les disabilities, dans les désagréments, les incapacités, voilà, dans les incapacités, qui vont de la meilleure situation jusqu'à la pire situation. Le deuxième indicateur qui est très utilisé, c'est le SF6D. Donc, il est issu du SF36, qui est très, très utilisé dans les études cliniques. Le SF6D, c'est John Brazier qui a développé ça. Donc, il a retiré un certain nombre de questions du SF36 qu'il a utilisé pour construire son MAUI, son Multi-Attribute Utility Instrument, qui a 6 dimensions. Il y a plusieurs versions. Donc, la dernière version en cours qui vient d'être publiée là, en 2020. Avec cette deuxième version, vous pouvez mesurer 18 750 états de santé possibles. Donc, c'est beaucoup plus que le Q5D. Donc, il y a une sensibilité qui est beaucoup plus importante. Vous avez des valeurs entre 0,29 et 1. Donc, en moyenne, il n'y a aucun état de santé qui, dans cette étude-là, montre une utilité négative. Donc, il n'y a aucune situation où c'est pire que la mort. Le MID est plus bas, donc 0,041. Donc, ça veut dire qu'une faible amélioration en termes de gain en QALY va se transcrire plus facilement en termes de gain clinique. Par contre, comme c'est un outil qui a été développé plus récemment que le Q5D, il y a moins de pays qui ont leur algorithme de calcul. Donc ça, c'est les 6 dimensions. Donc il y en a plusieurs qui sont communes avec le Q5D, donc fonctionnement physique, limitation des activités, fonctionnement social, la douleur, santé mentale et vitalité. Puis il y en a évidemment beaucoup d'autres qui ont été développés au fur et à mesure de l'histoire, entre 1970, où c'est la première fois qu'on a commencé à parler des QALY, jusqu'à maintenant. Donc, il y a quelques problématiques avec les QALY, c'est que, bon, premièrement, les préférences d'individus pour les différents états de santé, est-ce qu'ils sont exprimés sans ambiguïté? Bon, la question reste ouverte, mais on peut se poser la question on peut douter que c'est pas toujours sans ambiguïté. Donc, dans certains cas, c'est un peu plus difficile de faire l'arbitrage entre les différents états de santé. Il y a une hétérogénéité des encore values, donc ça veut dire ce qu'on a utilisé pour définir meilleur état de santé et pire état de santé possible, ça peut être interprété de façon différente. Donc là, il pourrait avoir un effet sur les valeurs. Différentes méthodes, donc on a parlé de pari ordinaire, de time trade-off, arbitrage temporel, ne donnent pas forcément les mêmes valeurs pour les valeurs d'utilité, notamment l'arbitrage temporel donne des valeurs d'utilité qui sont plus élevées parce que les individus sont averses au risque et ont tendance à refuser en fait plus facilement une intervention qui est risquée. Donc ça donne des valeurs d'utilité qui sont plus élevées avec ce type de méthode. L'équité, est-ce qu'un QALY vaut un QALY? Donc là, c'est quand on se pose la question d'utiliser des comparaisons entre, vous avez une intervention qui permet un gain de 1 QALY pour une population pédiatrique versus une population gériatrique. Donc, est-ce que vraiment c'est équivalent? Donc, ça, c'est une question de choix de société. On s'aperçoit dans la littérature que souvent, ce qui est favorisé, c'est un QALY chez un jeune individu va être favorisé par rapport à un QALY chez une personne qui est plus âgée.
Les préférences ne sont pas forcément homogènes entre les patients, les assurés sociaux et les experts qui peuvent donner des valeurs d'utilité. Donc ça, c'est tout un ensemble de problématiques qui peuvent exister. La question du seuil d'efficacité dont on a parlé, est-ce que 50 000 $ par colis, c'est vraiment le bon seuil? Donc, il y a aussi tout plein d'études qui sont effectuées dans ce domaine-là. Souvent, on utilisait des avis d'experts. On utilisait aussi la valeur du PIB par tête, donc les richesses qui sont créées par un individu au cours d'une année dans un pays donné. L'OMS retient cette avenue-là. Elle dit que pour les pays développés, c'est une fois le PIB par tête et que pour les pays en voie de développement, ce serait des multiples de PIB par tête. Notamment parce qu'en termes de PIB par tête, les valeurs sont très très faibles dans les pays en voie de développement et ça ne correspond pas forcément au pouvoir d'achat, si on veut, ou à l'intérêt que les individus auraient à investir dans la santé. Il y a aussi des méthodes de volonté à payer ou de volonté à accepter, ainsi que d'autres méthodes qui peuvent exister. Bon, la différence entre la volonté à payer et la volonté à accepter, c'est qu'on vous demande combien vous serez prêt à payer pour avoir un colis supplémentaire. Alors, la volonté à accepter, c'est combien vous serez prêt à accepter pour qu'on vous enlève une année de vie en santé parfaite. Donc, évidemment, les valeurs monétaires qui sont associées à ça sont très différentes. Pour la volonté à payer, on parle de 1 à 3 fois le PIB par tête, alors que quand on parle de volonté acceptée, on parle entre 3 fois et 20 fois le PIB par tête. Donc, ça veut dire qu'on est beaucoup plus prêt à accepter un montant élevé qu'à ne donner de l'argent pour un colis supplémentaire. Bon, j'ai beaucoup parlé des analyses coût-utilité, il y a aussi des analyses coût-bénéfice. Là, ça va être plus rapide, où on vous demande non seulement de mesurer les coûts en dollars, mais aussi de mesurer les bénéfices en dollars. Donc, vous avez différentes façons de mesurer les bénéfices en dollars. Bon, la méthode du capital humain, quand on parle de productivité perdue à cause d'une maladie, on peut estimer les pertes de revenus qui sont associées à ça. On peut aussi faire des études de volonté à payer pour autre chose que de la productivité. Donc, par exemple, pour réduire la douleur. Combien on est prêt à payer pour réduire la douleur? Combien est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir une meilleure accessibilité aux soins et aux services? Donc, il existe différentes méthodes qui permettent de donner une valeur monétaire. Et donc, au final, ça permet de calculer donc, un bénéfice net. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'une étude que j'avais faite il y a quelques années où c'était pour améliorer l'accessibilité aux cliniques orthopédiques au Québec, où on avait mesuré pour réduire le délai d'attente de 12 mois à 4 mois, combien la population générale du Québec était prête à payer pour avoir une consultation. Bon, là, il y avait différents scénarios, mais on s'aperçoit qu'en moyenne, les individus étaient toujours prêts à payer environ une quarantaine de dollars. Ici, c'était sous la forme d'une taxe, donc de payer, d'avoir une augmentation de ses impôts pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des cliniques des cliniques interdisciplinaires en musculo-squelettique. Donc, ça permettait ici seulement de donner une valeur monétaire au bénéfice qui était une amélioration de l'accessibilité aux cliniques d'orthopédique à travers le Québec. Donc, si je conclus, l'analyse médico-économique est utile pour la prise de décision, mais c'est un critère à considérer comme un autre. Ce n'est pas le critère ultime, c'est un critère parmi d'autres. Donc, ça procède d'une analyse multicritère. L'analyse coût-utilité est reconnue comme le gold standard. Dans le gold standard, donc, vous avez ici la mesure de Coley qui est largement recommandée parce qu'elle est intuitive, qu'elle est simple, qu'elle est universelle et qu'elle permet aussi de faire des comparaisons entre différents domaines de la santé. Donc, c'est plus facile pour un gestionnaire d'avoir les résultats en termes de coût par colis parce que ça lui permet de faire un espèce de classement des différentes interventions qu'il pourrait financer. C'est associé à un seuil. Puis là, évidemment, il faut déterminer à partir de quel seuil on va commencer à ne plus investir dans les technologies. Et aussi, quand vous faites des études avec les colis, ça nécessite de bien choisir l'instrument que vous utilisez. Soit vous faites une évaluation en direct, donc Standard Gamble ou Time Trade-off, ou de choisir le questionnaire qui va vous être utile, le Q5D, le SF6D ou un autre. Donc là, vous devez regarder attentivement quelles sont les dimensions qui sont traitées dans ces questionnaires. Et en fonction de la maladie que vous voulez évaluer, vous allez prendre évidemment celui qui vous permettra de mesurer au mieux une variation dans la qualité de vie. Donc tout ça, c'était dans l'objectif d'avoir une meilleure allocation des ressources. Donc j'ai terminé. Ah, magnifique. Alors, merci beaucoup, Thomas. Ça a été une présentation absolument extraordinaire, remplie d'informations et tout à fait en continuité avec nos objectifs de faire des séances, d'apprivoiser les méthodes. On a beaucoup de réflexions
à faire. Il est à peu près 12h55 maintenant. Et donc, oui, non, c'est très bien. C'était des informations absolument extraordinaires. On a l'enregistrement, donc on pourra aller consulter les références et vos publications pour s'instruire davantage. Alors, je vais arrêter l'enregistrement maintenant, mais je vais ouvrir à la période de questions et j'invite donc les gens à utiliser l'outil de chat ou de clavardage pour formuler leurs questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont un certain nombre de questions?